À tous et merci à Lucie pour cette belle invitation. Alors, comme on vient de le dire, je suis philosophe. Je ne pense pas, comme André Comte-Sponville le disait, que ce soit opposé au rêve. Disons que je vais essayer de montrer quelles sont les possibilités du rêve et quels sont éventuellement ses dangers. Et comme vous le verrez, finalement, mon exposé prendra facilement la suite de choses qui ont été dites, par exemple, hier à propos du machine learning par David Bessy, ou encore juste avant par Ludovic Cinquin sur les évolutions les plus contemporaines. Dès lors que mon objet d'étude, mon objet de travail, de la manière la plus large, ce sont les normes, ou plutôt ce que j'appelle les normativités, les types de normativités, les structures normatives, les logiques normatives, c'est-à-dire tout ce qui agit, en gros, sur les comportements humains. Par exemple, et je les cite de manière chronologique, le confessionnal, enfin, se confesser, ça c'était une manière d'agir sur les comportements humains. Ensuite, deuxième grand temps, je dirais, de cette micro-histoire que je vous fais, la loi. Et troisièmement, je dirais, et ça correspondrait à notre époque, ce qui ne veut pas dire que les différents objets normatifs que je viens de citer ne peuvent pas se combiner, la statistique. Et j'essaye de questionner, de comparer le fonctionnement de chacune de ces structures normatives, ce qui assure leur légitimité, ce qui assure leur puissance, ce qui leur permet d'évoluer, et surtout, quel est le sujet qui est fabriqué par ces différentes structures normatives. Et je peux vous dire, de manière un peu provocante d'ailleurs, qu'il me semble qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre le sujet pécheur, inquiet de ses péchés, qui va se confesser, et le sujet statistique contemporain, qui ne cesse de rapporter ses comportements, qui ne cesse de laisser des traces de ses comportements, qu'entre ce sujet statistique et le fameux sujet de droit qui a prédominé auparavant. Alors, il me semble que le sujet contemporain peut être considéré comme un sujet statistique. C'est le titre de mon énoncé. J'aimerais mieux même remplacer ce mot statistique et le qualifier de sujet algorithmique. Bref, pour me rapporter de nouveau à la citation que j'ai faite d'Eric Schmidt, nous sommes saisis en gros par ce gouvernement algorithmique, mais justement, cette manière d'être en gros, ce n'est pas nous-mêmes dans notre singularité. Et justement, je crois que c'est cela le problème. Le problème n'est donc pas le fait qu'il y aurait une certaine violence sur l'individu qui serait produite. Le problème résiderait plutôt dans ce que j'appelle, j'expliquerai ça par la suite, un phénomène de désubjectivation, c'est-à-dire le fait que nous avons désormais de la peine à devenir des sujets, qu'on serait en peine de devenir le sujet statistique que nous devrions être, étant donné cette nouvelle forme de gouvernement que je suis en train de décrire. Alors pour montrer cela de manière plus concrète, je vais me reporter à l'exemple de la statistique décisionnelle telle qu'elle se développe à notre époque, et pour expliquer son fonctionnement, de manière un peu caricaturale, je dois le reconnaître, je vais décomposer la statistique décisionnelle en trois temps, trois étapes, qui, dans la réalité, bien entendu, se confondent profondément, et sont d'ailleurs d'autant plus efficaces, je dirais, qu'elles se confondent. Donc il y a quelque chose d'un peu caricatural dans mon propos ici. Et comme j'entends le montrer, on verra qu'à chacune de ces trois étapes, ce sont des choses très classiques, vous verrez, chacune de ces trois étapes, finalement, le sujet dans son individualité, le sujet dans sa singularité, est toujours évité. Alors, le premier temps, c'est celui tout simplement de la récolte et de la conservation, sur une base automatisée, de grandes quantités de données, absolument non triées. C'est ce qu'on appelle la data-veillance. Data-veillance qui est constitutive, justement, de ce big data dont je suis censé parler. Alors, si on analyse ce phénomène, on constate d'abord que ces données, qu'on ne cesse de semer autour de nous, sont récoltées et sont conservées autant que possible par défaut. Et surtout, même si de temps en temps, il est vrai qu'on a cliqué en disant qu'on acceptait, il n'empêche qu'il y a une espèce d'automaticité à céder de la donnée. Et de toute manière, ça m'a l'air beaucoup plus important, ces données qu'on cède sont déliées
de toute connaissance, non seulement de notre part, mais même de celui, s'il devait exister, qui les récolte, hein, sont déliés de toute connaissance de l'usage qui va en être fait, c'est-à-dire de la finalité de ces données, hein, de l'usage qui en sera fait une fois qu'elles seront corrélées, une fois qu'elles seront liées à d'autres données de manière à produire du sens. Donc, quand on sème, quand on cède des données, ce sont des données dont on ne connaît de toute façon pas l'usage. Donc, vouloir exiger ici un consentement, comment voulez-vous consentir à quelque chose dont vous ne savez pas à quoi il va servir? Dès lors, on doit considérer que ces données, pour employer des mots les plus simples, nous les abandonnons tout simplement. Ce sont des traces que nous laissons, et certainement pas des choses que nous transmettons, mais certainement pas non plus des choses, des éléments, des informations qui nous seraient volées. Dès lors, justement, que ces traces nous apparaissent comme absolument quelconques, absolument neutres, dès lors qu'on ne sait pas l'utilité qu'elles peuvent avoir, absolument dispersées. Et tout ça donne lieu, me semble-t-il, à une véritable évacuation, c'est un phénomène qu'il s'agit de percevoir, une véritable évacuation de toute la catégorie de la finalité, de ce à quoi servent les choses. Hein. Nous nous contentons de céder de l'information sans savoir quel usage pourra être fait de celle-ci. Bref, nous nous situons ainsi au plus loin, me semble-t-il, de tout ce qu'on appelle l'intentionnalité. Nous ne pouvons pas intentionner cette chose-là. Nous ne pouvons pas non plus considérer que ces informations nous sont volées. Hein. Pour qu'il y ait vol, il faudrait qu'en quelque sorte qu'elles soient prises sans notre consentement. Mais on est tout simplement dans l'impossibilité de consentir. C'est ce que j'essaye de montrer. Il faut d'ailleurs constater, c'est une chose assez difficile à faire percevoir, que toutes ces données qui constituent le big data, d'une certaine manière, elles sont, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de traces d'un achat, qu'il s'agisse d'un mot d'amour employé, qu'il s'agisse d'un déplacement effectué, hein, qu'il s'agisse d'un mouvement d'humeur, d'une transpiration, d'une rougeur, hein, s'il devait y avoir des capteurs de ces choses-là, toutes ces informations, d'une certaine manière, sont réduites à leur niveau le plus physique, j'aurais tendance à dire à leur niveau le plus biométrique. Elles sont parfaitement segmentées de telle sorte qu'elles n'ont pas, par elles-mêmes, de sens. Tout cela signifie que les données sont ramenées à leur nature, ou doivent être considérées comme des informations sur nous, mais qui sont ramenées à leur niveau le plus physique, le plus brut, le plus biométrique. C'est cela de la donnée. Hein. Ce ne sont pas des informations sur nous, ce sont des choses absolument neutres. Et c'est, voilà la conséquence qui est importante, c'est précisément, me semble-t-il, à ce titre-là, que nous pouvons tolérer laisser ces traces. Bien entendu, nous ne voudrions pas laisser de traces de nos rêves amoureux ou d'autres choses du genre. Mais l'emploi d'un mot l'emploi d'un mot ou une donnée relative à un message que nous laisserions si nous sommes connectés, par exemple, à ce sujet-là, cette trace absolument neutre, elle, nous pouvons accepter la laisser. Donc, cette réduction de la réalité, de notre réalité, à des pures données physiques, quantitatives, neutres, biométriques, comme je l'ai dit tout à l'heure, est justement ce qui rend tolérable et ce qui rend en quelque sorte légitime le fait de céder ces informations-là. Mais c'est aussi ce qui assure l'objectivité de ces informations. Aussi hétérogènes, aussi peu subjectives, aussi peu intentionnées d'une certaine manière, de telles données, je crois que c'est vraiment une de leurs caractéristiques principales, ne peuvent pas mentir. Elles ne peuvent qu'être vraies, d'une certaine manière. Et ceci est encore exacerbé, ce double aspect, hein, le fait que, réduites à de pures données, il est légitime de les céder, on accepte de les laisser, et d'autre part, elles ne peuvent pas mentir. Ceci est encore renforcé ou exacerbé de par l'évolution même de nos capacités. Oui ? Voilà, merci. Ce double aspect, je disais, est renforcé encore plus par par l'évolution technologique récente qui va entièrement dans le sens d'une exacerbation, je dirais, de cette matérialité objective de la donnée dans la mesure où elle échappe au sujet. Le fait, par exemple, que nous puissions maintenant reconnaître des émotions et les transformer en données, le fait que nous soyons, par exemple, capables de transformer en données, et même en données anonymes, les mouvements d'un visage, les colorations d'une peau,
une éventuelle transpiration, que tout cela puisse être transformé en données statistiques pour mesurer l'attractivité d'un produit, l'organisation d'une vitrine, mais aussi pour mesurer le caractère éventuellement suspect d'un passager à un aéroport. Tout cela témoigne, me semble-t-il, de ce même mouvement, c'est-à-dire que les principales caractéristiques de telles données, c'est d'abord d'être parfaitement anodines, de pouvoir rester anonyme. Je ne parle pas de l'aéroport ici, mais je parle des mouvements sur le faciès, par exemple, qui seraient captés dès lors que nous poserions notre regard, ou des mouvements de nos yeux qui seraient captés dès lors que nous poserions notre regard sur une vitrine, mais aussi ont comme principale caractéristique d'être hors de notre contrôle. Donc ce ne sont pas des choses que nous intentionnons que nous laissons à ce moment-là. Et c'est précisément, étant donné cela, de nouveau, qu'on ne répugne pas à les abandonner, parce que justement, elles ne font pas sens. C'est sur cette base-là qu'on peut considérer que la récolte de ce type d'informations est bien moins intrusive, par exemple, que la vieille carte de fidélité que nous avions tous dans notre portefeuille pour aller au supermarché. Et donc non seulement elles n'apparaissent pas comme attentant en quelque sorte à notre vie privée, mais surtout, autre aspect, elles semblent ne pas pouvoir mentir, parce que justement, elles échappent au sujet, justement, elles échappent à l'individu. La rougeur, la transpiration, c'est précisément ce que nous ne contrôlons pas. Et dès lors, elles apparaissent comme parfaitement objectives. Alors voilà, me semble-t-il, les deux visages qu'il s'agit de pointer à propos de cette trace que nous laissons, le caractère anodin, inoffensif de celles-ci, qui sont réduites à une pure matérialité, et d'autre part, ils sont les deux versants d'une même pièce, leur apparente objectivité, le fait qu'elles ne peuvent pas mentir. Dans les deux cas, ce qui assure à la fois l'inoffensivité et l'objectivité, c'est tout simplement le fait que notre subjectivité a été évitée. Notre volonté n'a pas été prise en considération. Donc ça, c'est le premier temps, celui de la data veillance. Deuxième temps, celui du data mining proprement dit, c'est-à-dire celui du traitement automatisé de ces quantités massives de données de manière à faire émerger des corrélations entre celles-ci. Ce qui me semble fondamental, je ne vais pas trop en parler, mais ce qui me semble fondamental de noter ici, c'est que nous nous trouvons, et on l'a vu hier durant la conférence de Bessie, nous nous trouvons ici face à une production de savoir, une production de vérité par le data mining, vérités qui sont constituées donc par des simples corrélations ou des corrélations de corrélation, à partir d'informations non triées, parfaitement hétérogènes, dont on n'a pas supprimé les bruits, comme on dit en informatique, et sur une base automatisée. C'est-à-dire que nous nous trouvons face à la production d'un certain savoir, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, qui parvient à se passer, disons, de l'idée d'une subjectivité qui se trouverait derrière ce savoir. Au sens où la production de ces vérités statistiques, dans le cadre du machine learning, semble, c'était ce qui était encore expliqué hier, semble se passer de toute forme d'hypothèse préalable. C'était précisément ce qui avait lieu avec la statistique traditionnelle, qui se contentait de vérifier une hypothèse qui avait été donnée au préalable. C'était comme ça que la statistique fonctionnait. Il y avait des hypothèses, et ensuite il s'agissait de vérifier celles-ci de manière statistique. Ici, au contraire, le propre du data mining et du machine learning est justement de produire les hypothèses à partir des données elles-mêmes. De nouveau, ce qui est évité, et c'était ça l'idée de l'hypothèse, c'est quoi une hypothèse? C'est la part de subjectivité d'un savoir. C'est ce qui oriente de manière subjective la statistique. Avec le machine learning, avec le data mining, ce qui semble poindre, de manière très partielle encore, bien entendu, c'est l'impression d'un savoir qui ne réclamerait plus d'hypothèse préalable, c'est-à-dire qui ne réclamerait plus l'expression d'une objectivité préalable. Comme si, désormais, et c'est ça le data mining, comme si des normes pouvaient émerger directement de la réalité elle-même avec ses disparités. Alors je cite Chris Anderson, le rédacteur en chef de Wired, qui nous dit ceci. C'est un monde dans lequel des quantités massives de données
et les mathématiques appliquées remplacent, le mot est important, tous les autres outils qui pourraient être utilisés. Exit toutes les théories sur le comportement humain. Exit la linguistique et la sociologie. Oubliez la taxinomie, l'ontologie, la psychologie. Qui peut savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font? Le fait est qu'ils le font et que nous pouvons les tracer et mesurer avec une fidélité sans précédent. Si l'on a assez de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Que veut dire ici Anderson? C'est tout simplement qu'avec l'évolution des pratiques statistiques, nous sommes en mesure, quelque part, de produire un savoir qui se passe fondamentalement de toute idée d'une certaine hypothèse, telle que celle-ci se développait dans le cadre des savoirs précédents. Alors, ce qu'il faut évidemment rappeler ici, pour ne pas tomber seulement dans le rêve d'un savoir purement objectif, c'est évidemment que ce savoir n'est constitué que de relations. Et ce n'est pas un problème comme tel. L'humanité a toujours avancé en faisant des corrélations entre les choses, sans avoir besoin de les comprendre plus en avant. Il suffit de savoir que les hirondelles volent bas près de la Terre pour se dire qu'il va y avoir un orage. C'est une simple corrélation et l'humanité a toujours fonctionné ainsi. Mais il ne faut pas oublier pour autant que la base même de ce que j'appelle, de la manière la plus générale, l'éthos scientifique, la moralité scientifique, et peut-être aussi ce que j'appellerais l'éthos politique, la moralité politique, réside aussi dans une méfiance par rapport à la suffisance des corrélations, c'est-à-dire dans le souci de maintenir toujours une certaine différence entre quoi? Entre des corrélations et des causes. Il y a une corrélation entre l'usage, pour employer des exemples faciles, entre l'usage des crèmes solaires et le cancer de la peau. Ce n'est pas pour autant que les crèmes solaires produisent le cancer de la peau, bien entendu. Voilà. Alors, l'exemple est vraiment bête, excusez-moi. Mais en tout cas, la base même de la science, ce qui a fait évoluer la science pendant tout notre passé, c'est évidemment de sans cesse s'inquiéter du fait de savoir quel est le rapport de causalité derrière une simple relation de causalité. Peut-être que de nos jours, petit à petit, on aurait tendance à se contenter de corrélations. Ce qui n'est pas grave comme tel, dans la mesure où nous savons que les corrélations ne sont pas des causes. De la même manière, il me semble qu'on trouve au cœur de l'éthos scientifique une certaine méfiance par rapport aux effets performatifs, je dirais, des corrélations, c'est-à-dire leur capacité rétroactive. Vous faites une corrélation et elle agit sur les individus en question. De la même manière, pour entrer maintenant plutôt dans un éthos politique, il me semble fondamental de sans cesse s'inquiéter, de sans cesse vérifier qu'un enchaînement de corrélations n'est tout simplement pas le signe d'une injustice ou le signe d'une discrimination. De la même manière, pour citer encore un autre exemple, et je pourrais aller plus loin, il me semble qu'on trouve au cœur de l'éthos politique l'idée qu'une mission de service public, c'est-à-dire une mutualisation des risques, consiste tout simplement à refuser d'agir sur la base de simples corrélations, de vouloir... Alors tout ce que je viens de montrer avec ces 4 exemples, maintenir la différence entre cause et corrélation, se méfier des effets de rétroaction, savoir qu'une suite de corrélations peut être le fruit d'une injustice, savoir aussi bien que nous devons pouvoir aussi contredire les corrélations pour mutualiser les risques, tout cela me semble devoir être rappelé de manière urgente à un moment où le monde pourrait fonctionner uniquement grâce à cette évolution statistique sur la base de corrélations. Ça, c'est pour le deuxième temps, celui de la production de savoir par data mining. Celui du troisième temps, je serai plus bref. Le troisième temps, c'est tout simplement celui de l'usage de ces corrélations à des fins d'anticipation des comportements, comportements individuels, qui sont donc rapportés à des profils définis sur la base des corrélations découvertes par data mining. C'est ce qui fait qu'un crédit vous est accordé, c'est ce qui fait que vous êtes opéré ou pas opéré quand vous expliquez ce dont vous souffrez à votre médecin, c'est ce qui fait que vous refusez tel tarif d'assurance, c'est ce qui fait que tel livre vous est suggéré quand vous êtes sur Amazon, etc. etc. C'est le moment de l'application donc, de la norme statistique sur les comportements individuels. Alors, ce troisième temps nous concerne moins, sinon en répétant que l'efficacité prédictive sera d'autant plus grande, c'est-à-dire l'efficacité à anticiper
vos possibles sera d'autant plus grande qu'elle sera le fruit de l'agrégation d'une quantité de données massives. Ça a encore été répété d'ailleurs par Bessy l'autre jour. Si mon besoin personnel est cerné, c'est seulement dans la mesure où les données en quantité massive ont pu être agrégées au préalable. Deuxièmement, et ça m'a l'air d'être plus important encore, cette action par anticipation sur les comportements individuels pourrait à l'avenir toujours plus se limiter à une intervention sur l'environnement des individus, a fortiori dès lors que l'environnement devient lui-même réactif et intelligent, c'est-à-dire a fortiori dès lors que l'environnement récolte lui-même des données en temps réel, les transmet et éventuellement, dans le cadre des environnements intelligents, est capable de s'adapter en fonction des informations qui ont été récoltées. De la sorte, à nouveau, il me semble que ce qui est évité, c'est toute forme de contrainte directe sur l'individu pour préférer rendre, au niveau même de son environnement, sa désobéissance toujours plus difficile ou sa marginalité toujours plus difficile. Ce que je veux montrer là, donc, c'est que ce nouveau gouvernement algorithmique que j'essaye de décrire agit non plus directement sur les individus, sur les sujets, mais, comme c'était le cas de la loi par exemple, mais agit bien plutôt sur l'environnement des sujets, en rendant leur comportement plus ou moins correspondant à la norme. Là où, si je peux faire rapidement une opposition entre le gouvernement par la loi et le gouvernement par la statistique, là où la loi auparavant était donnée au préalable, et nous pouvions lui désobéir, et si nous lui désobéissons, bien entendu, nous en sanctions, on peut dire que la norme statistique a ceci de nouveau, à la fois qu'elle n'est pas donnée au préalable, mais aussi qu'il devient toujours plus difficile de lui désobéir. Dès lors, il n'est plus nécessaire d'avoir des sanctions. Et de nouveau, ce n'est pas quelque chose à déplorer, c'est simplement une évolution dont j'essaye de vous faire part. Alors, comme je l'avais annoncé, ces trois temps, le temps de la récolte des données, le temps de leur traitement et le temps de leur active contemporaine, c'est cette action statistique ou ce gouvernement algorithmique que j'ai décrit, se suffisent de ce double statistique pour être efficaces. Elles se contentent de se concentrer sur un croisique, dès lors que ce dernier mot me permet tout simplement de désigner les pratiques statistiques contemporaines, essentiellement ce qu'on appelle la statistique décisionnelle, de type data mining, portée donc par des outils technologiques et pour une grande part automatisée, contrairement à la vieille statistique traditionnelle du 19e. C'est un sujet statistique ou un sujet algorithmique, donc dans la mesure où la part essentielle de nos actes, de nos comportements sont déterminés, sont contrôlés, sont suggérés de manière statistique et de manière automatisée. De la même manière, il me semble qu'on peut parler d'un gouvernement au sens le plus large. Quand je dis gouvernement, je ne vise pas évidemment un Premier ministre. Un gouvernement statistique ou un gouvernement algorithmique pour désigner la généralisation de cette action statistique sur nos comportements. C'est-à-dire, et ce serait quoi qui définit ce gouvernement algorithmique? C'est un gouvernement qui porte et qui regarde essentiellement ce qui peut se passer, ce qui peut advenir, et pas seulement ce qui se passe. Pour reprendre les différentes grandes structures normatives que j'ai évoquées au début de mon exposé, la loi regarde ce qui se passe. Le gouvernement statistique regarde ce qui peut se passer et nous gouverne à partir du possible. Donc sujet algorithmique, gouvernement algorithmique, on peut dire aussi que notre réalité est statistique ou est algorithmique, non seulement parce qu'elle est augmentée, et qu'elle va toujours plus augmenter, qu'elle va toujours plus inclure le possible sur une base statistique, mais aussi dès lors que Internet parvient, et c'est peut-être ça le rêve, à donner sens à l'idée d'une sérendipité systématisée, c'est-à-dire à l'idée qu'on pourrait même trouver ce qu'on n'est pas vraiment en train de chercher. Bref, notre réel, notre réalité, c'est tout simplement le possible. Ce n'est plus ce qui est, c'est ce qui est possible. Ceci étant, on considère aussi que notre époque est d'une part celle de la victoire de l'individu, au sens où nous assisterions à une individualisation des services, étant donné la possibilité offerte par les pratiques statistiques de cibler de manière toujours plus fine
les besoins et les dangers potentiels possibles de chaque individu. Hein, c'est ce qu'on vit chaque fois quand on est connecté, par exemple, et qu'on achète un livre sur Amazon. On a des suggestions qui nous correspondent, hein, on a nos besoins possibles qui apparaissent. Donc victoire de l'individualisation au sens où les services seraient sans cesse plus individualisés, mais aussi mise en danger face à cela de l'individu, dont d'une part l'intimité, la vie privée serait menacée par ces mêmes pratiques, et dont peut-être même une certaine autonomie, un certain libre choix serait mis en péril. Alors, je vais citer ici Eric Schmidt, le directeur général de Google, qui disait, je le cite, « Nous savons en gros qui vous êtes, en gros ce qui vous intéresse, en gros qui sont vos amis. » C'est-à-dire on connaît en gros votre banc de poissons. Hein. La technologie va être tellement bonne qu'il sera très difficile pour les gens de voir ou de consommer quelque chose qui n'a pas été quelque part ajusté pour eux. Voilà cet idéal d'une prédiction et d'un service profondément individualisé, avec évidemment le frisson, l'éventuelle inquiétude qu'il suggérerait quant au fait que c'est véritablement notre vie privée qui serait ainsi mise en péril. Et c'est le rôle du droit, évidemment, d'élever ici des barrières autour de l'individu pour protéger sa vie privée, pour considérer par exemple que certaines données ne peuvent pas être transmises, pour considérer que le consentement est toujours présupposé, et même plus que ça, un consentement éclairé, hein, qui est fortement mis en péril dans son caractère éclairé, ça il faut bien le reconnaître, ou pour considérer maintenant, comme certains le réclament, un certain droit à l'oubli, c'est-à-dire une possibilité justement de récupérer, hein, d'effacer ce qui aurait été donné. Alors, c'est de tout cela que je voudrais prendre le contre-pied d'une certaine manière, non pas en considérant que ceci est vain, mais plutôt pour développer l'idée d'une relative indifférence de ce que j'ai appelé le gouvernement algorithmique pour les individus. Dès lors que ce gouvernement algorithmique se contente de s'intéresser et de contrôler non pas les individus, mais bien plutôt ce que j'appelle notre double statistique, c'est-à-dire tout simplement un croisement de corrélation. Application sur les individus, ces trois temps se confondent et fonctionnent de manière d'autant plus efficace qu'ils se nourrissent mutuellement. Mais quel est le résultat de cela? Il me semble que ce type d'action, par ce que j'appelle le gouvernement algorithmique sur les individus, a comme particularité d'apparaître comme parfaitement à la fois inoffensif, puisque nous ne sommes jamais mis en jeu directement, puisque nous ne sommes jamais directement contraints, et en même temps d'apparaître comme parfaitement objectif, puisque de nouveau, nous ne sommes pas pris en considération comme sujet. Au point de nourrir le rêve, pour employer le nom de cette session, d'un gouvernement qui serait parfaitement doux, parfaitement respectueux, parfaitement inoffensif. Alors, face à cela, il faut avant tout, ça permettra d'être très bref sur ce point, il faut avant tout rappeler que nos comportements n'ont jamais été autant agis, autant contrôlés que sur cette base statistique. Donc on a à la fois l'idéal d'un gouvernement parfaitement doux, qui ne nous contraint jamais véritablement, et en même temps, il s'agit de rappeler haut et fort, évidemment, que jamais nous n'avons été autant contrôlés d'une certaine manière. Je dis contrôlés sans la moindre paranoïa, je veux simplement dire orientés dans nos comportements, que par cette nouvelle forme de gouvernement. Mais qu'en est-il du sujet de ce gouvernement, de ce fameux sujet statistique? C'est-à-dire, qu'en est-il des individus sur lesquels ce gouvernement algorithmique porte? Alors, je voudrais simplement relister toute une série d'éléments que j'ai signalés, en montrant que nous nous trouvons bel et bien face, quelque part, à un évitement du sujet. Non pas à une individualisation, mais au contraire à un évitement du sujet, avec pour conséquence une difficulté, ce serait ça qu'il s'agit de dépasser, une difficulté à produire un sujet statistique qui parviendrait à se réfléchir comme tel, à se penser comme tel. Alors en quoi y a-t-il évitement? Je me contente vraiment d'énumérer une série de points. D'abord, comme je l'ai dit, les données peuvent parfaitement être anonymisées. Elles ne nous mettent pas en jeu comme sujet la plupart du temps. Ensuite, elles ne portent pas tant sur les individus, c'est le phénomène Facebook, qu'elles ne portent sur leurs relations. Ce n'est pas l'individu et ses caractéristiques qui sont récoltées comme données, ce sont bien plus les relations entre les individus, entre deux entités. Troisièmement, et j'énumère là toute une série de choses que j'ai déjà dit, le consentement du sujet est faible,
non pas quand il transmet de la donnée, non pas parce que celle-ci lui serait volée, ce qui lui permettrait justement de s'opposer, ce qui lui permet de se mettre en avant comme un sujet résistant contre un tel vol. Mais plutôt, les sujets ne peuvent pas réellement intentionner le transfert d'informations qu'ils produisent, de par le caractère, comme je l'ai dit, anodin, segmenté, non contrôlé, la rougeur, de ce que nous laissons comme trace. Et dès lors, comme je l'ai souligné, que l'usage de ces données, la finalité à laquelle elles vont servir, ce pourquoi elles vont servir, n'est jamais connu au préalable. Quatrièmement, comme je l'ai montré, le traitement de ces données et la production de vérité parvient à advenir comme si ces vérités émergeaient directement de la masse de données, sans qu'aucune hypothèse préalable menant à ces vérités n'ait dû préexister. Comme le disait Bessy, les hypothèses sont elles-mêmes générées à partir des données. Ça, c'est vraiment, je crois, une révolution. Enfin, l'action normative, découlant de ces processus statistiques, pourra toujours plus équivaloir à une action sur l'environnement et par l'environnement, et toujours moins à une action sur l'individu lui-même. À ces différents titres, c'est à ces différents titres que je considère qu'à la fois la force et le danger de la généralisation des pratiques statistiques ne résident pas tant dans leur caractère individuel, mais au contraire dans leur parfaite autonomie, je dirais, dans leur parfaite indifférence par rapport à l'individu. Notre problème, pour l'exprimer de la manière la plus explicite, n'est pas que nous serions dépossédés de ce que nous considérons comme nous étant propres. Ce n'est pas que nous serions contraints de donner des choses qui nous appartiendraient et qui, dès lors, attenteraient à notre vie privée ou à notre liberté. Notre problème, me semble-t-il, est bien plutôt que notre double statistique est trop loin de nous, que nous n'avons en quelque sorte pas de rapport, ou pas encore de rapport, c'est ce qu'il s'agit de construire, avec notre double statistique, et que les actions normalement données, en d'autres mots, là où le confessionnal fabriquait le sujet vertueux, le sujet qui s'inquiète de ses dernières intentions, pourquoi as-tu fait ça, là où la loi produisait des sujets de droit soucieux de leur égalité, soucieux de l'impartialité des procédures, etc., etc., ce nouveau gouvernement algorithmique ne donne pas lieu pour l'instant, face à lui, à des véritables sujets statistiques, actifs, conscients, que ce soit pour légitimer celui-ci ou pour lui résister. Et il me semble que c'est précisément à cela que nous devons veiller. Donc rien ni de pessimiste ni de suroptimiste dans mon exposé. Je pointe simplement le fait que le sujet statistique, le nouveau sujet statistique, qui me semble être celui qui nous correspond le plus à notre époque, manque encore. Alors que faire face à ce manque, qu'il ne s'agit pas du tout, dans mon chef, de plaider pour une espèce de retenue ou un refus d'une certaine évolution, qui est trop porteuse de confort, je dirais. Il s'agit tout simplement d'abord de dire et de rappeler, c'est ce que j'ai un peu fait pendant mon exposé, l'écart qui existe entre le double statistique et nous-mêmes comme individus capables de spontanéité, capables d'événements, capables de pas de côté par rapport aux possibles qui ont été anticipés. Donc ça m'a l'air d'être la première tâche fondamentale, consiste tout simplement à dire « je ne suis pas mon double statistique ». Je ne suis pas directement celui que le médecin prétend devoir ou ne pas devoir opérer en fonction d'une série de corrélations. C'est un double simplement, ce n'est pas moi-même qui suis en jeu. Il y a un écart entre notre double statistique, entre celui qui reçoit des suggestions de livres et nous-mêmes. Ça m'a l'air d'être fondamental. Et deuxièmement, me paraît tout aussi fondamental l'importance, en quelque sorte, de connaître dès lors ce double statistique, peut-être même de l'adopter, non pas pour lui correspondre, au contraire, mais pour savoir comment, à tout moment, nous sommes en train de le fabriquer. C'est-à-dire que ce statistique qui n'est pas nous-mêmes, d'une certaine manière, il s'agirait d'en faire ce qu'on appelle un avatar. Et il me semble que pour cela, ce qu'on appelle les geeks sont précisément l'avant-garde. Ce sont eux qui sont capables de comprendre comment ce double que nous avons et ce double par lequel nous sommes gouvernés est sans cesse en train d'être construit. Voilà, je vous remercie.
Merci Thomas. On a un petit peu de temps pour des questions, si vous le souhaitez. Un peu là. Oui, Rémi Carré. Vous partez de l'idée que la donnée initiale est forcément vraie. Or, frauduleusement, on pourrait peut-être introduire dans le système aussi des données résolument fausses, ce qui nous amènerait effectivement à un double statistique qui serait incohérent par rapport effectivement à nous-mêmes. C'est certainement aussi peut-être un pied d'argile peut-être à l'ensemble, quoi. Merci beaucoup de votre question parce que c'est un oubli. J'ai pas été prudent. J'ai insisté sans cesse sur l'apparente objectivité de ce nouveau gouvernement statistique. Quand je dis qu'il est objectif, ça ne signifie pas qu'il l'est vraiment. Ça veut dire que sa puissance réside là-dedans, évidemment. Ce qui assure à la fois le fait que nous l'acceptons, le fait que nous le considérions comme légitime la plupart du temps, et qu'il paraît ne pas mentir, comme je le disais bien souvent, hein, ce qui assure tout cela, c'est le fait qu'il nous paraît que nous voulons le considérer sans cesse comme objectif pour les motifs que j'ai donnés. Alors ça ne signifie pas, je suis trop relativiste pour ça, ça ne signifie pas qu'il est effectivement objectif au sens où il correspondrait parfaitement à une réalité. Idée qui pour moi n'a pas de sens en quelque sorte. Hein. Toute forme de vérité ou d'objectivité est purement historique à mes yeux. Ce que je voulais simplement pointer, et je n'ai pas été prudent, ce que je voulais simplement pointer, c'est que l'objectivité est l'argument qui sous-tend ce type de pratique, ce type de gouvernement algorithmique. Ce qui lui assure sa force, hein, ce qui fait que nous l'acceptions sans cesse, ce qui le rend aussi efficace, c'est que nous le considérons comme objectif. Ça ne signifie pas qu'il l'est plus que la vieille loi ou que le confessionnal, pas du tout. Je crois que c'était très objectif, un confessionnal. Voilà, donc merci de votre question, parce que c'est vraiment un oubli. J'ai parlé sans cesse d'objectivité, ça ne veut pas dire que ce nouveau gouvernement statistique correspondrait effectivement plus à notre réalité, plus à notre vérité, que tout ce qu'on a pu produire auparavant. Non, non, pas du tout. Seulement, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, nous avons un gouvernement, un type de gouvernement au sens large, donc, hein, qui tire sa force de son objectivité. La loi ne prétendait pas être objective, elle prétendait être juste. Le confessionnal, il ne prétendait pas être objectif, il prétendait nous amener à la vertu ou nous amener à Dieu, que sais-je. Le propre de ce nouveau gouvernement statistique est de toujours s'imposer par le fait qu'il correspondrait exactement à notre réalité, dont il serait en quelque sorte, dont il émergerait directement. Donc, mais ça n'a pas besoin d'être une objectivité réelle, c'est une impression d'objectivité, ce que j'entendais décrire. Voilà, merci.